Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais dire. Gloire à l'Ukraine. La capitale ukrainienne tient toujours, la bataille de Kiev continue. Vous êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans cette édition largement consacrée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. 1 heure avec nos envoyés spéciaux et nos correspondants sur le terrain pour faire le point sur les combats. Décryptage aussi avec nos invités depuis Paris. Au 3e jour de l'offensive russe, de violents combats se poursuivent dans la capitale ukrainienne entre missiles et affrontements de rue. La bataille de Kiev continue. Des images commentées par Maëva de Froyen. La peur, l'angoisse et l'attente. Dans une ville fantôme, ceux qui n'ont pas pris les armes ont fui ou se mettent à l'abri. Samedi, après une nuit de combat dans la capitale, un immeuble résidentiel a été touché par un tir de missile russe, d'après les autorités ukrainiennes. Il y a eu un grand bruit au milieu de la nuit. Nous nous sommes levés et sommes allés à la cave. Le bruit a continué pendant 1 heure. Puis au lever du soleil, à 6h ou à 6h30, nous sommes rentrés chez nous. Honnêtement, jamais je n'aurais cru être témoin de telles horreurs. Le couvre-feu est étendu jusqu'à lundi matin, non-stop. Désormais, toute personne dans la rue sera considérée par les autorités ukrainiennes comme un ennemi. Non loin du palais présidentiel, des réservistes ont réquisitionné un hôtel pour protéger le président Zelensky. Les Russes n'ont pas réussi à prendre le pays et la ville en 24 heures comme ils le pensaient. Maintenant, on peut voir dans le regard de Poutine qu'il a peur. Les forces ukrainiennes ont fait état de violents combats à 30 km au sud-ouest de la capitale. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le président ukrainien félicitait l'engagement de ses compatriotes, affirmant également avoir cassé le plan de Moscou. Nous avons résisté et repoussons avec succès les attaques ennemies. Kiev et les principales villes autour de la capitale sont sous le contrôle de notre armée. Les Russes, de leur côté, ont accusé Kiev d'avoir refusé des négociations pouvant mener à une trêve et démentent toujours prendre pour cible des civils. Pendant la nuit, les forces armées de la Fédération de Russie ont frappé des sites d'infrastructures militaires ukrainiennes avec des armes de haute précision de longue portée, en utilisant des missiles de croisière navale et aériens. En 3 jours, les forces russes ont pénétré en profondeur en Ukraine. À Kharkiv, la 2e ville du pays, les habitants fuient ou se mettent à l'abri. La ville portuaire et stratégique de Mariupol a elle aussi été la cible de bombardements. Chacun résiste comme il peut. Ce soir, le ministère de la Défense russe vient d'ordonner à l'armée d'élargir son offensive. On retrouve notre envoyé spécial Lou Bureau. Bonsoir Lou. Vous êtes parti du Donbass jeudi soir. Vous venez tout juste de rejoindre Kiev qui est désormais sous couvre-feu depuis 17h et jusqu'à lundi à 8h. Dans quel état avez-vous trouvé la capitale ukrainienne en arrivant ? Eh bien écoutez Sylvia, ça a été un véritable périple pour venir ici car la capitale ukrainienne est maintenant quasiment coupée du monde. Des barrages et des checkpoints ont été érigés partout sur les axes qui mènent à Kiev. Je suis entré tout à l'heure par le sud de la ville et sur la route j'ai pu voir des véhicules civils calcinés, accidentés. C'est très difficile évidemment de savoir ce qu'il s'est passé, mais cette route du sud, c'est censé être la plus sécurisée et même là pourtant il y a des combats qui s'étendent à petit vers le centre de Kiev. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la situation dans toute la région est très compliquée. Il n'y a quasiment plus d'essence, les habitants ne peuvent plus utiliser leur voiture. Leur seul moyen de fuir, c'est le train, puisqu'il y a toujours des trains, mais ils ne vont que dans une seule direction, l'ouest et la ville de Lviv. D'ailleurs, sur les routes de tout le pays, j'ai pu voir les habitants fuir massivement d'est en ouest. Il y a très probablement déjà des millions de déplacés internes. Et ici à Kiev, tous les gens que je connaissais dans cette ville sont déjà partis. Alors la Russie annonce ce soir élargir l'offensive sur l'Ukraine. Est-ce que l'armée ukrainienne est en capacité de résister, d'après ce que vous avez vu, vous, sur le terrain, en traversant le pays ? Ce qui semble sûr pour le moment, c'est que les troupes russes, malgré leur offensive, n'ont pas réussi à paralyser le pays. Et c'est peut-être pour ça que la Russie annonce élargir son offensive. Le président Volodymyr Zelensky est toujours à Kiev, il appelle à la résistance. La majorité des infrastructures continuent de fonctionner ici. D'ailleurs, il y a toujours de l'eau courante, de l'électricité et même du réseau téléphonique. Le rapport de force militaire reste bien sûr évidemment à l'avantage de la Russie, mais les forces ukrainiennes n'ont pas abandonné leur position ni capitulé. Et puis il y a ces milliers de civils qui ont également pris les armes, j'en connais beaucoup autour de moi. Donc
il se pourrait bien que l'armée ukrainienne résiste beaucoup mieux que ce qui était prévu par l'état-major russe. J'ai échangé hier soir avec un commandant de la 82e brigade de l'armée ukrainienne, celle qui défend Kharkiv, la deuxième ville du pays, et il me disait que les combats n'avaient pas cessé depuis plus de 2 jours. Et la situation la plus compliquée après Kharkiv, c'est celle de Kiev où je me trouve, car prendre la capitale serait évidemment symbolique et stratégique. Les prochaines heures seront donc cruciales pour savoir comment la situation militaire va évoluer ici. Pour le moment, il n'y a pas de bombardement, mais on l'a vu ces derniers jours, la plupart des combats à Kiev avaient lieu en plein milieu de la nuit. Et vous restez avec nous, Lou, bien sûr, si besoin, vous revenez vers nous s'il se passait quoi que ce soit à Kiev. On l'a bien compris, c'est une guerre sur tout le territoire qu'on va décrypter avec vous. Jean-Pierre Pasternak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de l'Union des Ukrainiens de France. La communauté compte environ 175 000 personnes. Avec nous également Frédéric Joly, responsable communication au Comité international de la Croix-Rouge. Bonsoir à vous aussi. Jean-Pierre Pasternak, première question. Vous êtes d'origine ukrainienne, vous êtes venu, on le voit avec votre drapeau. Comment vous vivez cette situation à distance, forcément ? Très difficilement, comme tous les Ukrainiens d'origine ou Ukrainiens de souche qui sont en France, et comme pas seulement les Ukrainiens ou ceux d'origine ukrainienne, mais vraiment tous les Français. Vous avez des nouvelles de votre famille sur place ? Oui, juste avant de venir, j'ai réussi à passer un coup de fil, donc ils sont inquiets, mais ils résistent. Les femmes et les enfants sont mis à l'abri. Les hommes prennent les armes, tout ce qu'ils peuvent avoir, et pour défendre leur famille, leur pays, leur territoire et la démocratie. Et on va y revenir dans un instant. Frédéric Joly, je me tourne vers vous. Le gouvernement ukrainien a fait état de 198 civils tués, dont 3 enfants, de plus d'1 millier de blessés depuis le début de l'invasion russe. Des dizaines de militaires ont également perdu la vie. Comment le CICR intervient sur place ? La situation demeure extrêmement difficile, extrêmement chaotique pour les humanitaires sur place. Évidemment, nous avons toutes nos équipes qui sont dans le Donbass depuis 2014, mais aussi en ce moment à Kiev, où malheureusement elles sont, comme le reste de la population, plutôt dans des caves, à essayer de se protéger, à essayer de chercher l'accalmie qui permettrait effectivement de mieux coordonner des opérations. Il ne faut quand même pas perdre de vue qu'il y a aussi la Croix-Rouge, la Croix-Rouge ukrainienne, qu'il y a des autorités publiques, il y a des services d'ambulance, mais malheureusement, les déplacements demeurent extrêmement compliqués, extrêmement volatiles. Et on entendait notre envoyé spécial dire que autour de Kiev, l'essence vient à manquer. Quels sont les besoins sur place ? Quel retour vous avez du terrain ? Les besoins, déjà, il y a un besoin de sécurité pour pouvoir déployer une aide satisfaisante. Bien évidemment qu'il y a déjà des problèmes de pénurie qui peuvent. On peut imaginer que ce sont des choix stratégiques. On est quand même confronté à un véritable problème qui est celui des guerres en ville. Et si malheureusement ceci continue à évoluer, eh bien, en utilisant des munitions à large rayon d'impact, on peut très vite imaginer que la situation va être encore de plus en plus compliquée, y compris, et il faut penser avant tout aux plus vulnérables, aux malades chroniques, aux blessés, aux gens qui nécessitent d'être évacués et d'être hospitalisés. Là, on est véritablement dans le temps à la fois du SAMU, mais aussi sur une situation qui évolue de Voilà pour la situation sur le terrain. Notez que la Russie ne donne, elle, aucun bilan sur ses pertes, aucun bilan officiel. On se posait la question à l'instant avec notre envoyé spécial à Kiev. Combien de temps les troupes ukrainiennes peuvent-elles tenir? Les forces en présence avec Omi Diallo. À la force des bras, ce vieil homme creuse une tranchée dans le bitume d'une route de la capitale ukrainienne. Comme lui, ils sont des milliers à rester et à prendre les armes à l'appel du chef de l'État. Selon Kiev, il serait 900 000 réservistes, des civils volontaires entraînés pour renforcer l'armée ukrainienne, composée d'environ 190 000 soldats. On va leur botter le cul. Mais avec un budget 15 fois inférieur à celui de l'armée russe, combien de temps l'armée ukrainienne peut-elle tenir? L'armée ukrainienne sera très probablement battue. On ne voit pas comment il pourra en être autrement. En revanche, la vraie inconnue, c'est est-ce qu'on ne va pas déboucher, est-ce que tous ces groupes qui se sont formés, ces milices, ne vont pas déboucher sur une guérilla structurée de longue durée et qui, là, poserait
en réalité beaucoup plus de problèmes à une présence russe dans l'Ukraine. En face, 150 000 soldats déployés par la deuxième puissance militaire du monde peuvent compter sur les 40 000 séparatistes pro-russes du Donbass. Ces armées sont équipées finalement des mêmes matériels et qui sont hérités de l'Union soviétique. À la différence que ceux de l'Ukraine sont beaucoup plus anciens, qui n'ont pas pu être soutenus en termes militaires, techniquement, de la même façon que les matériels russes. Donc ces matériels vieux, ukrainiens, qui ont manque de munitions, parce que les munitions sont fabriquées en Russie pour la plupart. Selon le Pentagone, en 3 jours, la Russie s'est avancée le long de 3 axes. Au sud, depuis la Crimée jusqu'à la ville de Kherson. À l'est, depuis la ville russe de Belgorod vers Kharkiv, deuxième ville du pays. Et au nord, depuis le Bélarus vers la capitale, Kiev. Les Russes peuvent arriver sur ces grandes avenues, arriver sur la place Maïdan, ce qui est très symbolique. Ils peuvent y être en quelques jours, peut-être dans une semaine. La prise de la ville, c'est une étape fondamentale pour les Russes. C'est celle qui leur permettra de considérer et de proclamer en réalité qu'ils ont gagné la guerre. Par la voix de son porte-parole Igor Konashenkov, le ministère de la Défense russe prévient que l'armée russe a reçu l'ordre d'élargir son offensive sur l'Ukraine. Et dans ce contexte, les Ukrainiens continuent à faire la guerre. La Pologne affirme que 100 000 personnes sont arrivées dans le pays depuis le début de l'invasion russe jeudi. Sarah Bakaloglu, bonsoir. Vous êtes notre correspondante. Vous vous trouvez au poste frontière de Medyka. Est-ce que l'afflux vers la Pologne continue ? Oui, il y a eu beaucoup de passages cet après-midi au poste frontière. On voit un flux incessant en fait de familles qui traversent cette frontière à pied. Beaucoup d'enfants, des familles avec des poussettes qui ont seulement une valise à la main. J'ai vu aussi un petit garçon qui avait un cochon d'Inde dans une cage entre les mains. Et j'ai aussi parlé à une Ukrainienne qui est une habitante de Lviv. Elle m'a confié avoir marché plus de 24 heures avec ses 2 enfants pour venir ici et pour fuir les bombardements. Vous entendez peut-être les bruits de valises derrière moi parce que voilà, le flux continue. Ici à Medyka, l'aide s'est organisée. Il y a des bouteilles d'eau disponibles, de la nourriture, des vêtements pour enfants, des couches. Il y a des poussettes aussi que pour les familles qui le souhaitent. Et puis beaucoup de personnes qui sont venues proposer des trajets gratuits. Parfois depuis l'étranger, il y a quelqu'un qui est venu de Berlin en fait et qui propose aux Ukrainiens arrivant un trajet pour Berlin. Et puis parmi les arrivants, il y a beaucoup de femmes et d'enfants en raison de la mobilisation militaire en Ukraine, bien sûr. J'ai parlé à une jeune femme de 27 ans qui est venue avec son fils d'1 an et demi depuis Lviv. C'est son mari qui l'a amené au poste frontière avant de repartir, lui, prêt à se battre. Donc. Et d'ailleurs, il y a plusieurs Ukrainiens que j'ai croisés qui repartent pour l'Ukraine pour défendre leur patrie. Merci beaucoup Sarah depuis le poste frontière de Medyka côté polonais. Donc, Frédéric Joly, le Haut-Commissariat à l'ONU pour les réfugiés envisage des scénarios avec des fourchettes de 1 à 3 millions de personnes en Pologne en cas d'aggravation du conflit. Est-ce que ça préfigure d'ores et déjà d'une crise humanitaire de grande ampleur et est-ce que le CICR s'y prépare ? Évidemment qu'on essaye de s'y préparer, qu'on n'a pas de boule de cristal, mais que bien évidemment on voit déjà l'impact et les conséquences des hostilités directement sur la population civile. Une fois de plus, je pense qu'il est important de rappeler que le droit international humanitaire auquel toutes les parties au conflit sont parties se doivent de respecter impérativement les civils et donc de faire toujours la distinction entre combattants et non-combattants, qu'il faut impérativement qu'il y ait un accès humanitaire à peu près assuré, garanti par les parties au conflit, parce que les gens qui ne vont pas quitter les villes et qui vont rester dans les villes, si les combats doivent continuer, les besoins seront aussi colossaux et que donc il faut pouvoir à la fois dimensionner une aide adéquate et effectivement pouvoir... Mais une aide adéquate, pardonnez-moi, vous dites une aide adéquate, là, je cite encore une fois le Haut-Commissariat à l'ONU, 1 à 3 millions de personnes en Pologne, est-ce que tout est prêt pour les accueillir ? Écoutez, différents scénarios étaient à l'étude. Le CICR va concentrer ses efforts à l'intérieur même de l'Ukraine et puis ne pas perdre de vue que nous faisons partie d'un mouvement international avec toutes les Croix-Rouges européennes qui sont finalement mobilisées, y compris celles des pays comme la polonaise, comme la moldave, etc. et que tout ce réseau est en train de travailler au scénario qui permettrait
d'absorber le plus grand nombre de victimes, avec bien évidemment d'autres organisations extrêmement importantes comme le commissariat pour les réfugiés. Mais pour le CICR, l'important aujourd'hui est de se concentrer véritablement sur les gens qui se retrouvent coincés dans les villes alors que des combats s'y déroulent. Frédéric Joly, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Jean-Pierre Pasternak, vous restez avec nous. On va s'intéresser maintenant au soutien à l'Ukraine. Ils sont multiples. Tout un symbole, l'Empire State Building à New York et la Tour Eiffel à Paris se sont parés de jaune et de bleu, les couleurs de l'Ukraine. Des manifestations contre l'invasion russe se sont également déroulées à travers le monde. Image ici en Suisse, à Taïwan, en Géorgie, en Italie, à Rome, en Grèce, à New Delhi. Tout comme dans la capitale française. Reportage à Paris, Clément Aline et Gina Lunchiesa. Poutine, assassin! Des cris, slogans et affiches pour dénoncer la guerre. Des milliers de manifestants ayant de la famille en Ukraine se sont rassemblés place de la République pour montrer leur colère et surtout leur désarroi. Je suis ici parce que... Désolée. Mon pays est attaqué et je ne sais pas quoi faire. Le moins que je puisse faire est d'être ici. Je ne peux pas aller là-bas et me battre. Il n'y a qu'une personne aujourd'hui en sécurité à l'Ukraine parce que les pays les bombardés à chaque moment. Ça ne devrait trop pas exister au XXIe siècle. Tous les bombardements comme ça, et moi je suis très frustré. J'ai encore de la famille en Ukraine qui sont exposés aux bombardements russes qui visent des quartiers civils et non pas des zones uniquement militaires. Les Russes sont des criminels de guerre. Près de 175 000 Ukrainiens vivent en France. Parmi ces manifestants, beaucoup de jeunes, comme Yana, 16 ans, venus avec ses amis. Comme elle, ils ont été nombreux à filmer ce rassemblement et à le partager sur les réseaux sociaux. Une manière de soutenir leur peuple, mais aussi de relayer ces images dans le monde entier. C'est pour soutenir mon pays et pour que la guerre se termine, parce que ça fait déjà 8 ans qu'il y a la guerre dans mon pays et ça me fait trop mal. Et j'ai envie de soutenir mon pays et j'espère qu'on va gagner cette guerre. Hormis Paris, plusieurs manifestations en solidarité avec l'Ukraine ont eu lieu à Tokyo, Buenos Aires ou encore à New York. Jean-Pierre Pasternak, vous avez pris part à cette manifestation parisienne, vous en venez à l'instant. Quelle aide peut apporter cette diaspora ukrainienne aux Ukrainiens au pays? Donc la diaspora ukrainienne s'organise pour acheminer et faire passer des médicaments surtout. Des médicaments, c'est essentiellement les besoins actuellement des Ukrainiens. Qui arrivent comment en Ukraine? Comment vous les faites passer? C'est par les personnes qui rentrent au pays? Par des bus qui partent. Il y en a un qui part demain par exemple, actuellement métro Chevaleret. Il y a des bus qui sont prêts, qui attendent les gens pour... Avec des hommes qui partent se battre? Également. Il y en a qui sont partis hier, il y en a qui se préparent, il y en a encore qui vont partir demain de France, mais pas seulement de France, mais également de France et de Paris. Nous sommes à Paris là. Des Ukrainiens seulement. Volodymyr Zelensky appelait hier les Européens qui le souhaitaient aller se battre en Ukraine. Est-ce que dans ces bus, il y a aussi des Français? Tout à fait. Je connais personnellement un groupe de 20 Français qui n'ont aucune origine ukrainienne et qui se préparent pour aller combattre. Et qui sont-ils? C'est une association officielle qui s'appelle... le nom m'échappe, mais c'est une association officielle française, et donc ils se préparent pour aller partir combattre en Ukraine pour défendre le territoire ukrainien. Alors, on va voir qu'on l'a vu tout au long de la semaine, et ça continue. Je vous en prie rapidement. Je veux vous dire qu'ils sont dirigés par un Afghan qui a combattu les troupes russes en Afghanistan. Et il est chargé de regrouper ces personnes-là. D'accord. Le président de la République est accaparé par cette invasion russe en Ukraine. Emmanuel Macron a tout de même inauguré le Salon international de l'agriculture. C'est un passage annuel obligé pour le chef de l'État. La visite a été considérablement écourtée en raison du contexte international. Emmanuel Macron s'est excusé de ne pas tenir l'agenda en raison d'un contexte qu'il a qualifié d'inédit, grave et historique. Si je devais vous livrer une conviction ce matin, c'est que cette crise durera. Cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité.
Jean-Pierre Pasternak, qu'attendent les Ukrainiens de la France et de l'Union européenne? Alors merci déjà à la France pour tout ce qui a été fait. Les actions continuent. Aujourd'hui, donc, l'interdiction bancaire, l'interdiction du SWIFT à la Russie a enfin été adoptée par les derniers pays, c'est-à-dire l'Italie hier, la Hongrie aujourd'hui et l'Allemagne. On n'y est pas encore. Donc, si, ça y est, c'est accordé. Mais ça n'est pas en œuvre. Ce n'est pas encore, ce n'est pas en œuvre, mais au moins le processus est en route. Donc ça, c'est très important. L'Ukraine a besoin d'armes, a besoin d'une aide financière et d'un soutien international. Est-ce que l'Ukraine se sent seule? C'est aussi ce que dit Volodymyr Zelensky, un petit peu abandonné de tous. Vous avez ce sentiment, vous aussi? Non. Il y a une grande solidarité vraiment française, européenne, internationale. Vraiment une très grande solidarité. On l'a vu encore aujourd'hui et on le voit tous les jours. Alors on va voir encore un autre soutien, il est symbolique mais très remarqué aussi. Le monde du sport se mobilise contre cette guerre en Ukraine. Football, tennis, volley, Formule 1, joueurs, organisateurs et dignitaires marquent leur opposition au conflit. On fait le tour avec Maëva de Froyen. Pas de guerre s'il vous plaît. Le message est clair. En marge du tournoi de Dubaï, Andrei Roublev, tennisman russe, prend position. Autre sport, même combat. L'international ukrainien Ruslan Malinovski a lui aussi affiché son soutien à son pays. Des joueurs engagés, mais aussi inquiets, à l'image du gardien ukrainien du Real Madrid, Andriy Lunin. Il est préoccupé parce qu'il a des proches à Kiev. Il y a sa mère, ses amis. C'est normal qu'il soit inquiet. Et cela affecte son esprit, évidemment. Tennis, football, volley, Formule 1. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le monde du sport se mobilise. La FIFA condamne également le recours à la force par la Russie en Ukraine, ainsi que tout type de violence pour résoudre les conflits. Pour l'heure, la FIFA prévoit toujours d'organiser les matchs programmés en Russie. Mais la Pologne et la Suède ont prévenu, elles n'iront pas affronter les Russes en barrage du Mondial 2022. Plusieurs compétitions ont décidé de boycotter Moscou. La finale de la Ligue des Champions, prévue à Saint-Pétersbourg, a été déplacée en France le 28 mai. Côté Formule 1, le Grand Prix de Russie prévu en septembre a quant à lui été annulé. Pour l'instant, je pense que c'est la bonne décision de la Formule 1 de ne pas aller en Russie. Je suis à peu près certain que tous les pilotes sont d'accord avec cette décision. La guerre s'est définitivement invitée dans les arènes sportives. Selon le journal Ouest France, la ministre française des Sports, Roxana Maracineanu, a réuni hier les acteurs majeurs du sport et leur a demandé de ne plus envoyer de clubs et de sportifs en Russie. Voilà pour cette première partie de 64 minutes. Jean-Pierre Pasternak, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'actualité en Ukraine continue sur notre site internet tv5monde.com. Dans la deuxième partie, on continue à décrypter cette guerre lancée par la Russie dans notre grand angle et dans la chronique culture. Mais tout d'abord, votre rendez-vous du samedi avec Terrienne. Restez sur TV5 Monde. Bienvenue dans Terrienne, l'actualité sur la condition des femmes dans le monde. Parce que parler du cancer du sein ne s'arrête pas au mois d'octobre rose. En 2020, on recensait 2,3 millions de femmes atteintes du cancer du sein dans le monde et 685 000 décès. En France, 12 000 femmes en meurent chaque année. Diagnostic, traitement, injonction à la féminité, sexisme médical, mais aussi agression et parfois même violence oncologique. C'est un long et douloureux parcours de combattante pour les patientes. Le cancer du sein n'est pas qu'une maladie, mais un sujet politique, comme le décrit Mounial Kotni dans son livre Impatiente, un témoignage choc qui raconte à travers le combat d'une femme, Maëlle Sigono, celui de toutes les autres. Il se trouve qu'elle a vécu des violences et même une agression de la part d'un médecin. L'expérience de Maëlle est un point de départ pour ouvrir et permettre la parole sur ce sujet. Maëlle a dû faire une biopsie pour vérifier si les cellules étaient cancéreuses. Sauf qu'elle a refusé de la faire. C'est-à-dire que quand l'acte a commencé, elle a eu très mal, elle a exprimé sa douleur, elle a dit non plusieurs fois, le médecin a continué,
Et elle a été blessée, puisqu'elle saignait, elle raconte qu'il y a une flaque de sang sur la table. C'est une agression caractérisée. Et c'est amplifié par le fait que elle a peur, elle est seule, c'est une femme malade, et qu'elle est face à quelqu'un qui a du pouvoir dans une pièce et qui n'a pas l'habitude de voir son autorité remettre en question. Outre les violences oncologiques qui sont tuées et méconnues, le livre Impatiente entend aussi dénoncer une sorte de banalisation du cancer du sein, comme nous l'explique Mounia El-Kotni. En fait, ce qui revient en fond, c'est de se dire on n'écoute pas les femmes. Et en fait, vous dites banalisation de la maladie. En fait, c'est se dire, il y a cette image que on enlève le mot cancer de cancer du sein en disant ça se guérit bien à force de masquer la maladie. C'est toute la société qui met la tête dans le sable. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait, en fait, quand on veut cacher la maladie, les effets des traitements, pas d'un point de vue individuel, et c'est vraiment notre travail dans ce livre, c'est de dépasser cette question du cancer comme la faute à pas de chance, comme quelque chose d'individuel, mais de passer au collectif. Qu'est-ce qui se passerait si toutes les patientes en traitement pour un cancer du sein, et encore plus loin, toutes les personnes qui font des chimiothérapies, ne cachaient pas les signes, les effets secondaires? Le cancer du sein, c'est une femme sur 8. Donc, en fait, on les verrait. Et on les verrait et on serait obligé de s'y confronter, on serait obligé de le nommer et de le prendre en compte dans les sphères professionnelles, intimes, sociales, à l'échelle de la société. Voilà un dossier complet à retrouver sur le site de Terrienne. Sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine.